Toujours la petite question des conférences qu'on marche. Bon, tout d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Désolé pour ceux au fond qui n'ont pas pu trouver de place. C'est pas anodin, je pense, de voir autant de monde à Sciences Po pour une telle conférence, pour un tel invité, François Seynaud. Ça montre peut-être que les lignes bougent, c'est intéressant. Et en tout cas, voilà. Merci beaucoup François Seynaud d'avoir accepté notre invitation. Merci les membres de l'UPR d'être étonnamment actifs sur les réseaux sociaux pour avoir partagé la conférence. Merci beaucoup. François Seynaud, est-il encore besoin de vous présenter? Vous êtes membre, surtout président de l'UPR depuis 2007, un parti que vous avez fondé à cette époque pour sortir de l'Union européenne et remettre sur le devant de la scène la question de la souveraineté nationale. Vous êtes fait connaître du grand public à l'occasion des débats et de la présidentielle de l'année dernière. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce n'est pas commun de vous savoir à Sciences Po. Qui n'est pas connu pour être le temple de la critique de l'Union européenne, comme chacun sait. Et à ce titre, j'aimerais parler de notre association Critique de la raison européenne, qui a justement pour but de faire bouger les lignes dans le milieu étudiant sur la question de l'Union européenne, évidemment, comme son nom l'indique, mais aussi sur, plus globalement, on proposait une alternative au système politique, au système économique tel qu'il est aujourd'hui. Donc on est un mouvement transpartisan, c'est-à-dire qu'il y a des gens chez nous qui sont des gaullistes, qui parlent à des membres de la France insoumise, à des communistes, des gens de l'UPR aussi. Et donc c'est à peu près ce qu'on aimerait voir incarné dans le champ politique actuel, malheureusement trop astreint à l'appareil partisan. J'aimerais aussi parler d'un de nos combats, qui est celui de la lutte contre le conformisme idéologique. Et c'est à ce titre que permettez-moi d'introduire cette conférence. J'aimerais parler du conformisme au sein de Sciences Po sur la question de l'Union européenne. Alors, je pense qu'il serait salutaire de sortir de la critique qu'on a souvent des gens de Sciences Po, ils tous pourris, Sciences Po, la quai du pouvoir, etc. En réalité, on n'est pas tous pourris. En tout cas, quand on est rentré, on n'était pas tous pourris. Je pense même qu'on était globalement honnêtes. C'est plutôt le système de conformisme et de standardisation de la pensée au-dessus de nous qui, lui, est pourri. Ce système fait que c'est difficile de parler de la sortie de l'Union européenne, de parler simplement de la France. Parfois, prononcer le mot France, vous verrez les yeux s'écarquiller, parler de souveraineté nationale, c'est à peu près pareil. Donc, c'est un rapport pathologique quasiment à la nation qui nous a enseigné à Sciences Po, il faut le dire, un rapport à la fierté qui est complètement étrange. Et c'est difficile de parler, mais je pense qu'on n'est pas censuré. Je dirais pas qu'on est censuré, ou alors très peu. Le système est beaucoup plus subtil dans ceci qui suscite l'autocensure chez nous. Et en fait, on consent pour la plupart tous à ce conformisme. Pourquoi? Pour une logique de réputation, pour une logique de carrière parfois aussi, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans des débats qui boucheraient certains métiers. Et on n'a pas envie de passer aussi pour le mouton noir qu'on appelle. Ce sont des mots qui ne veulent pas dire grand-chose, mais réac, extrémiste, François Seynaud vous en parlera, mais conspirationniste, voilà, tout ce genre de mots qui sont employés en guise d'anathème qui ne veulent pas dire grand-chose. Et même quand on essaye d'émettre une critique de l'Union européenne, on ne vous dira pas vraiment que vous avez tort, on ne répondra pas tellement sur le plan de la logique et des arguments, on vous fera comprendre que c'est pas bien, c'est presque immoral, et que vous êtes quelqu'un d'extrême droite, ce genre de mots. Ou alors à la limite, quand on vous répondra, on vous dira, on répondra en fait tout sous l'angle technique, c'est-à-dire qu'on dépolitisera au maximum la question du CETA, la question des lobbies, la question de la commission. On vous dira qu'en fait, je l'ai entendu il y a 2 jours sur la journée, c'est plus compliqué que ça. On dira par exemple, oui, le CETA, c'est vrai qu'il y a des tribunaux arbitraux, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des choses aussi qui sont bien dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on a des professeurs qui sont évidemment partisans sur ces sujets-là, qui nous enseignent que c'est pas très bien de penser comme ça, mais qui ne vont pas nous dire qu'on aurait peut-être raison, qui fuient et dépolitisent, vous voyez, le sujet en permanence. Donc on arrive en fait dans un système assez pervers, je pense,
où on nous vend en permanence le pluralisme, l'esprit critique. Là, je crois que le slogan de Sciences Po cette année, c'est soyez curieux. Donc là, on est curieux, on a invité François Asselineau, vous voyez. Et en fait, ce système qui standardise et anesthésie tout instant de révolte est très pervers. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est que implicitement, on nous dit que c'est pas grave. En fait, on pense, les gens voient ça aussi. Hein. Les gens qui sont dans cette autre logique de pensée voient ça, se rendent compte qu'il y a un problème. Mais on nous dira que c'est pas grave, parce qu'au fond, ce sur quoi repose le système implicitement, c'est que l'intelligence des élites et des élèves mieux éduqués à Sciences Po notamment serait corrélée avec la pensée dominante. C'est-à-dire qu'en gros, de toute façon, à contrario, les gens qui votent le Brexit et qui sont plutôt contre l'Union européenne, dans le peuple, c'est des gens plutôt sous-éduqués. Et les gens qui pensent l'Union européenne sont mieux éduqués. Donc c'est pas grave, ils ont raison, vu que c'est eux qui sont mieux éduqués. Or, en fait, si à Sciences Po on pense tous comme ça, c'est pas qu'on est plus intelligent, c'est qu'on est plus conformiste, voilà, faut le dire. Todd et Gaucher réfléchissent à peu près de la même manière sur le sujet. Ils disent qu'en gros, Todd et Gaucher, qui, je me permets de le dire, on va recevoir cette année, on aura l'honneur de recevoir, ils disent qu'en gros, la bien-pensance et le conformisme engendre en gros la crétinisation. Et qu'on arrive à un paradoxe total qui est que, comme ce sont les mieux éduqués qui sont les plus conformistes et les plus bien-pensants, les mieux éduqués sont les plus crétins. Il y a une crétinisation de l'un des mieux éduqués, c'est ce que dit Todd. Et en gros, après on pourrait analyser le vote Macron loin de ça, mais je ne vais pas m'y attarder. Mais Todd parle de, là je cite, suraccumulation de conformisme et de crétinisme par obéissance aux consignes reçues sur le plan scolaire. On est totalement là dans ce qui se passe à Sciences Po. Donc, l'alternative à ça, je pense que le mot le plus intéressant là-dedans, c'est l'obéissance. De là à faire une apologie de la désobéissance, je ne sais pas. Mais il va peut-être falloir penser autrement, en tout cas penser sans que l'Académie Sciences Po nous dise quoi penser. Et donc peut-être, par exemple, sur la question de la construction européenne, penser autrement, qui, je dis, François Asselineau vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais un très très grand mythe à Sciences Po. On a toujours dit que c'est aller dans le sens de l'histoire, ce serait toujours mieux en avant qu'aujourd'hui, se pose des questions, pourquoi ça ne va pas en 2018, sans même voir qu'il y a peut-être un problème de construction européenne, comme de souveraineté, qu'on n'a plus de monnaie, plus de budget, etc. Et à ce titre, François Asselineau, je vous donne la parole. Merci beaucoup Étienne, merci à toutes et à tous d'être venus. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Normalement je dois parler 1 heure. Si je déborde, vous me tapez dans le tibia pour dire qu'il faut que j'arrête. Je veux quand même répondre à vos questions. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je devais faire une conférence qui s'appelle Les impasses de la construction européenne. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait tellement que j'étais obligé de faire un choix. Donc si je m'arrête en cours de route, finalement, ça ne sera pas très grave, puisque de toute façon, il en restera au bord de la route. Alors, déjà, il va faire si ça marche. Comment je fais sinon? Alors, je vais passer donc en revue quelques-unes des impasses de la construction européenne en insistant sur des éléments de réflexion que vous n'avez pas forcément à l'esprit, puisque on vous explique toujours, je ne vais pas vous dire ce qu'on vous dit tout le temps, je vais vous dire des choses différentes. La première chose que je voudrais vous dire, c'est ce que j'appelle l'impasse de l'entropie croissante du monde, l'impasse de la complexité croissante de l'univers. Les physiciens ont découvert une loi fondamentale de l'univers, c'est que depuis le Big Bang, l'univers évolue constamment vers une plus grande complexité et une division croissante. Le développement des végétaux, par exemple, ou la division cellulaire des êtres vivants, obéissent à cette loi de la complexification croissante, à partir notamment, par exemple, de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Eh bien, il en est de la même chose pour les organisations humaines. Si je prends par exemple l'Église chrétienne, on parle de la parole du Christ, et puis au fur et à mesure du temps et des siècles, ça se divise, ça se subdivise en sous-entités pour arriver au panorama actuel de toutes les églises qui existent dans le christianisme. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de l'islam, du bouddhisme, de la plupart des grandes religions du monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le même phénomène se produit au niveau des États. Il y avait en 1959 États
Il y en avait au moment de la création des Nations Unies, je crois 46, 42, qui avaient été signataires de la Charte de San Francisco. En 2017, on est passé à 193 États. Il y a donc un accroissement constant du nombre d'États dans le monde en fonction du temps. Depuis l'année 1950 de la déclaration Schuman qui lance la construction européenne, depuis 1950, l'année de la déclaration Schuman qui lance la construction européenne, le nombre d'États a été multiplié par 3,3. En d'autres termes, ceux qui vous parlent de leçons d'histoire, que le sens de l'histoire irait vers la composition de grands ensembles étatiques, bien, moi je suis comme saint Thomas, ou plus exactement comme un scientifique, si je regarde la réalité des faits, en fait on ne va pas vers des entités supranationales, on va exactement vers le contraire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'États indépendants, c'est d'ailleurs conforme à l'évolution, à la loi de la division cellulaire. Comment d'ailleurs se sont constitués les États-Unis d'Amérique? Ils se sont constitués de cette façon. La déclaration des pèlerins du Mayflower, c'est les premiers immigrants qui arrivent à Cape Cod le 11 novembre 1620. Ils signent un document qui est très très important, c'est le coup d'envoi de la création des États-Unis d'Amérique, et ils disent « ayant entrepris, pour la gloire de Dieu », très important, l'extension de la foi chrétienne et l'honneur de notre roi et de notre patrie, un voyage pour établir la première colonie dans la partie septentrionale de la Virginie, décidons par la présente, solennellement et de concert devant Dieu et en présence de tous, de nous engager, de nous constituer par nous-mêmes et ensemble en un corps politique civil en vue d'une meilleure organisation et protection. Les États-Unis d'Amérique, depuis le début, ont été une seule entité civile et qui s'est répandue sur un territoire jugé res nullius, comme on dit en droit, c'est-à-dire qui était considéré comme n'appartenant à personne, puisque n'appartenant qu'à des Amérindiens qui étaient considérés comme personnes, comme des sauvages. Et en fait, ce sont les immigrants qui, ayant la même langue, ayant la même vision historique, c'est-à-dire quitter la vieille Europe pour bâtir une Jérusalem terrestre, se sont répandus sur le sol américain, et puis au fur et à mesure ont partagé un espace. La création des États-Unis d'Amérique a donc été faite à partir d'un corps politique unique, conformément à la loi de la division cellulaire. Ça s'est fait par scission. On pourrait dire que c'est une bombe A, une bombe qui est par fission nucléaire. Ça n'a pas empêché des guerres, comme la guerre de sécession par exemple. Et c'est par les guerres que progressivement il y avait des risques d'éclatement que l'unité nationale américaine a été maintenue. En d'autres termes, les États-Unis d'Amérique ont pu se bâtir parce qu'il n'y avait pas de peuple organisé préexistant, mais des immigrants déracinés et en rupture avec leurs origines. Deuxièmement, sur la base d'un seul corps politique d'origine, la déclaration des pèlerins de Mayflower, fondée sur une seule langue nationale et commençant à partir de zéro une nouvelle et unique histoire nationale. Troisièmement, par une utilisation constante de la force. De la force. D'ailleurs, tous les États-nations d'Europe occidentale se sont faits par la force. Avec la conquête de l'Ouest et le génocide contre les Indiens, avec la guerre de sécession qui a fait 1 million de morts, par exemple. En Europe occidentale, de façon comparable, l'unification allemande, vous savez que depuis les traités d'Osnabrück et de Münster, ce qu'on appelle les traités de Westphalie de 1648 qui clôturaient la guerre de 30 ans, vous savez qu'il y avait une pluralité d'États allemands, une myriade de petites principautés et des déchets. L'unification allemande et l'unification italienne se sont réalisées au XIXe siècle parce qu'il y avait un peuple préexistant. Il y avait un peuple italien préexistant, il y avait un Das Volk, un peuple allemand préexistant. Parce que ce peuple avait une seule langue et globalement une même histoire, parce que la force militaire a été constamment utilisée. L'unification allemande, ça date de la bataille de Sadova de 1866, lorsqu'après la bataille de Sadova et la bataille de Schleswig-Holstein, la Prusse, sous la houlette de Bismarck, a réussi à agréger autour du royaume de Prussien, de Guillaume II, l'unification allemande. Pareil pour les troupes de Garibaldi et le Risorgimento. Mais, avec la construction européenne, il n'y a pas de peuple européen préexistant. C'est au contraire l'endroit du globe qui compte le plus grand nombre d'États-nations les plus anciens. Deuxièmement, il n'y a pas une seule langue ni une même histoire, c'est au contraire l'endroit du globe où il y a le plus, la tour de Babel, avec d'ailleurs, il n'y a pas d'autre endroit sur le monde où il y a autant de langues prestigieuses, véhicules d'une civilisation différente, l'espagnol, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le portugais, qui ont chacune, le danois, le polonais, qui chacune ont leur littérature, le russe, etc.
Troisièmement, la force militaire n'est pas utilisée. C'est une force de contrainte idéologique et psychologique qui est mise en œuvre par le verrouillage des médias, par le financement des partis politiques. Il n'y a pas de force. Et quatrièmement, 2000 ans d'histoire de l'Europe ont montré l'irréductibilité des peuples et des nations. Aucune force militaire n'a jamais pu en venir à bout. D'ailleurs, de fait, aujourd'hui, où tout le monde comprend bien que l'idée européenne est en train de mourir, il suffit d'aller voir ce qu'on dit de l'Europe en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, pour savoir au Danemark, en Islande, en Norvège, pour voir que cette unification n'aura jamais eu lieu, puisque même au plus fort de l'unification, il y a des pays comme la Norvège, la Suisse, l'Islande, l'Ukraine, la Biélorussie qui n'en ont pas fait partie. Il y a eu une tentative, il y a eu des tentatives par la force. Il y a eu la tentative napoléonienne, notamment, de fusion de l'Europe, qui a échoué. Il y a eu aussi cette tentative, l'année historique du grand regroupement de l'Europe. Vous savez ce que c'était, l'année historique du grand regroupement de l'Europe? C'est le numéro de Paris Soir du 1er février 1941. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, a déclaré le Führer au Sportpalast de Berlin. Il y a eu des tentatives, d'ailleurs. La politique nazie consistait à avoir une nouvelle Europe. D'ailleurs, je rappelle pour les étudiants de Sciences Po que lorsque Pétain rencontre Hitler à Montoire, la fameuse entrevue de Montoire qui lance le début de la collaboration, Hitler en parle quelques jours après à la radio, il dit « J'ai rencontré Adolf Hitler à Montoire, nous avons décidé de lancer une politique de collaboration afin de bâtir la nouvelle Europe. » On oublie toujours de lire la phrase entière, c'est assez curieux. Afin de bâtir la nouvelle Europe. En réalité, la construction européenne est un projet de fusion, c'est-à-dire une bombe H, une fusion nucléaire au lieu d'une fission, c'est-à-dire aller à rebours du principe d'entropie universelle. Il s'agit donc de faire le retour. Or, il faut une nécessité. Vous savez qu'une bombe H ne peut exploser que si vous avez une bombe A comme détonateur. Il faut une force d'origine considérable pour résister à l'entropie du monde. C'est ce que j'explique ça d'une façon, à ma façon, ce que Charles de Gaulle avait dit d'une façon très simple. Ce projet de fusion de plusieurs dizaines d'États est contraire à la loi de la division cellulaire. En gros, il a à peu près la même probabilité de se réaliser que si l'on voulait réunifier toutes les églises chrétiennes en une seule, ou toutes les variantes de l'islam en une seule. Ça n'arrivera jamais. Pour avoir une faible chance de se réaliser, il faudrait une énergie colossale de départ, c'est-à-dire une violence fondatrice inouïe, comme dirait René Girard. La loi de la complexification croissante, tout comme l'observation historique, nous permettent de conclure que cette fusion ne marchera jamais. C'est ce que De Gaulle résumait d'une façon que je trouve assez admirable. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Ignorant la loi de la complexification, les européistes nous entraînent dans une erreur capitale. Ils pensent pouvoir fusionner à froid 28 États, bientôt 27, en les affaiblissant, puisque la politique européenne, par la politique des eurorégions, par les transferts de souveraineté, consiste systématiquement à affaiblir des États-nations qui seraient ceux par qui le mal arriverait, les égoïsmes nationaux. Mais en affaiblissant le rôle des États, ils ne font que diminuer leur force de cohésion interne. Les apprentis physiciens nucléaires de la construction européenne ne sont pas en train de nous préparer les lendemains qui chantent d'une Europe unie. Ils sont en train de nous préparer la scission de tous les États membres en sous-entités étatiques, conformément à la loi de la division cellulaire. C'est-à-dire que l'avenir de l'Europe, si nous n'y mettons pas l'eau là au plus vite, c'est exactement ça. Les cartes qui circulent au Parlement européen sur une Europe des régions ethniques sont conformes, hélas, à la loi de la division cellulaire. Par exemple, c'est une carte d'ailleurs qui a été sortie par Pierre Hillard, qui avait trouvé ça au Parlement européen. Ça fait d'ailleurs des années que je parle de ces questions. J'ai été le seul candidat à l'élection présidentielle en avril dernier à parler de l'unité nationale et à parler notamment du problème de la Catalogne. Le problème de la Catalogne, il est maintenant chez nous, avec la Corse. Il est en Espagne, il est aux Pays-Bas, avec les Flandres. Vous voyez d'ailleurs que M. Puigdemont a failli proclamer, faire un discours avec l'extrême droite du Vlaams-Blok aux Pays-Bas. Nous risquons d'avoir une explosion des États-nations. Ce serait d'ailleurs jamais que ce qui est arrivé à l'Union soviétique lorsque l'idéologie est repartie, l'empire des tsars a été démantelé. La deuxième impasse, c'est ce que j'appelle l'impasse de l'affectio societatis. Affectio societatis, c'est un mot qui est utilisé dans le monde des entreprises, dans le monde des collectivités humaines, pour dire quel est le vouloir vivre ensemble. Est-ce qu'il y a un vouloir vivre ensemble? Et ça, personne jamais ne se préoccupe de ce que je vais dire maintenant.
Les européistes nous assurent que la construction européenne correspondrait à un phénomène irrésistible et inéluctable, l'apparition d'un monde multipolaire. Un monde multipolaire, la construction européenne, qui en fait s'intègre dans un schéma qui est le schéma de Huntington, le schéma dans la théorie du choc des civilisations formulée par Samuel Huntington et les think tanks américains. C'est-à-dire que le monde, vu par les think tanks américains, aurait vocation à se constituer en quelques grands pôles, comme l'on voit ici en bleu, le pôle dit judéo-chrétien, le pôle bleu marine dit d'Amérique latine, le pôle rouge qui serait le monde orthodoxe, vert le monde musulman, rose indien sur cette photo qui est le monde hindouiste, jaune c'est le monde sinisant, il y a un monde spécifique qui est le monde japonais, une civilisation africaine c'est une espèce de fourre-tout parce que les Américains ne font pas dans la dentelle, et puis voilà. C'est-à-dire une vision du monde qui est fondée fondamentalement d'ailleurs sur le principe des religions. Et des religions version Hollywood. Parce que, en vertu de quoi par exemple, l'Espagne, qui est catholique romaine, serait distincte de l'Argentine, alors que l'Argentine est quand même très proche de l'Espagne, par la langue, par l'histoire, par la religion, par la mentalité, et que l'Espagne devrait fusionner avec la Finlande, qui est luthérienne, qui ne parle pas l'espagnol, et les Espagnols ne parlent pas luthérien, et qui n'a aucun rapport avec l'Espagne. Donc vous voyez que c'est une religion qui a bon dos, si j'ose dire. De la même façon que mettre sous la couleur verte tous les pays musulmans, sauf l'Inde, qui est quand même le deuxième ou troisième pays musulman du monde, après l'Indonésie, mettre dans cette espèce de mélange-là, comme s'il n'y avait pas de différence entre l'islam sunnite, chiite, zaïdite, etc., les druzes, les alaouites, comme si les habitants du Sahel ou du Maghreb étaient identiques à ceux du Machrek ou ceux des Bataouïas d'Arabie Saoudite, ou les Iraniens et les Ariens d'Iran, ou bien les Bengalis du Bangladesh, ou bien les Indonésiens, les Bumiputras. Tout ceci n'a pas de sens, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette vision sommaire de la partition du monde est opérationnelle puisque elle agit. C'est en fonction de cette vision du monde que les Américains agissent. Alors là, ce que je voudrais dire, parce que la construction européenne, c'est ça. À la fois l'Union européenne et l'OTAN s'inscrivent dans cette vision du monde de demain, qui devrait être celle-là. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Comment la construction européenne et la théorie du monde multipolaire s'articulent avec le principe même du G8, ou maintenant d'ailleurs du G9 ou du G10 avec la Chine, une espèce de directoire mondial. Comment est-ce que ça s'articule avec la francophonie? On voit bien d'ailleurs que les présidents de la République française sont extrêmement embarrassés quand ils vont à des sommets francophones où ils sont obligés de chanter les louanges d'une solidarité francophone avec les pays d'Afrique, au même moment que par ailleurs ils disent qu'il faut construire l'Union européenne pour se protéger des pays d'Afrique. Il n'y a pas que la France d'ailleurs. Comment est-ce que ça s'articule avec le Commonwealth des nations britanniques? Si vous allez au Royaume-Uni, vous savez qu'au Royaume-Uni, il y a des liens très étroits, très étroits avec le sous-continent indien, avec le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, depuis que les Britanniques ont voté pour le Brexit, les Britanniques sont en train de signer des tonnes de traités de libre-échange avec les pays du Commonwealth et sont en train de revenir dans le Commonwealth. Comment est-ce que ça s'articule avec l'Organisation des États libéraux américains? Comment l'Espagne peut-elle dire qu'elle a une solidarité qui primerait sur toute autre chose avec les pays d'Amérique latine qui parlent l'espagnol? Comment est-ce que ça s'articule avec la communauté de langue lusophone, les communautés de langue portugaise? Comment est-ce que ça s'articule avec le Conseil des États de la Baltique? Comment est-ce que ça s'articule avec le mouvement des non-alignés? Comment est-ce que ça s'articule avec des créations comme l'Union pour la Méditerranée lancée par Nicolas Sarkozy? Comment est-ce que ça s'articule avec l'international socialiste, lorsqu'on voit par exemple tel ou tel pont du Parti socialiste français, on vient bon. Mais enfin, lorsqu'il y avait encore un Parti socialiste, ils allaient à l'entraînisation de la présidente du président de la République chilienne, qui était un membre de l'international socialiste, avec laquelle ils affirmaient avoir une solidarité beaucoup plus étroite qu'avec tel ou tel responsable allemand ou polonais qui n'appartenait pas à l'international socialiste. Comment est-ce qu'on peut tenir en même temps, comme dirait l'autre? Comment peut-on tenir des discours qui sont aussi contradictoires? C'est pas tout, puisque nous sommes à l'ère d'Internet. Allez jeter un œil sur les systèmes qui vous permettent de voir quels sont les liens d'amitié Facebook des internautes français. C'est très intéressant parce que ça, c'est l'affectio societatis. Quand vous regardez ça, les liens d'amitié Facebook sur des centaines de milliers d'internautes,
de la France. En 1, les premiers liens, c'est avec la Belgique. En 2, c'est avec la Suisse. Je crois. Excusez-moi. En 2, c'est avec le Maroc. En 3, la Tunisie. En 4, l'Algérie. En 5, la Suisse. L'Allemagne, c'est un tout petit point rose. Donc le couple franco-allemand, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. On a rarement vu deux peuples au monde s'ignorer autant. D'ailleurs, on demande aux Français dans la rue quel est le nom du président de la République allemande. Vous aurez 99,99% de réponses. Je ne sais pas. Ils penseront même qu'il n'y a pas de président de la République, ils penseront que c'est Madame Merkel. Ça, ce sont les liens d'amitié Facebook des internautes espagnols. On voit que pour les Espagnols, eh bien, on a en 1 l'Équateur, en 2 la République dominicaine, en 3 la Roumanie, en 4 la Colombie, en 5 le Venezuela. C'est lié notamment à des flux migratoires, avec notamment beaucoup de Roumains, d'immigrés roumains en Espagne. Les liens d'amitié Facebook des internautes portugais, Portugal, Brésil, Angola, Namibie, Afrique du Sud. Vous voyez qu'on voit les traces de la colonisation, les traces des pays appartenant à la même langue. Les liens d'amitié Facebook des internautes américains, c'est évidemment le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, la République dominicaine et également l'Australie qui arrive en tête. Ça veut donc dire que le principe même de solidarité européenne, d'affection sociétatis n'existe pas. C'est fondé sur un mensonge, de même que le couple franco-allemand n'existe pas. Il existe en France. Mais lorsque vous allez en Allemagne, les Allemands disent non, c'est pas. Eux, ils ont signé un pacte germano-américain pour le XXIe siècle. Troisième impasse. L'impasse des choix industriels des entreprises privées. Les européistes nous assurent que la construction européenne permettrait de faire naître des géants industriels qui seraient seuls de taille viable dans un monde multipolaire. Vous connaissez cet argument, mais comment la France, elle est beaucoup trop petite, comment pourrait-elle faire autrement que, ici et ça? Vous connaissez cet argument qui paraît de bon sens. Sauf que, il y a 193 États dans le monde, je le disais tout à l'heure, il y en a 27 qui sont dans l'Union européenne. Ça veut donc dire qu'il y en a quand même 167 États qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui se portent bien. Singapour se porte très bien, n'envisage pas de fusionner avec les 27 pays alentours. Le Paraguay non plus. Israël non plus. Regardons ça d'un petit peu plus près. Vous savez, ou vous ne savez pas, il suffit de regarder la vie du monde des affaires, que tous les jours on apprend des alliances industrielles qui se jouent complètement du périmètre de l'Union européenne. Par exemple, Sony Ericsson, c'est une alliance industrielle Suède-Japon. Au même moment, Nokia, qui fabrique aussi des téléphones, a fait l'alliance avec Matsushita. C'est une alliance Finlande-Japon. On n'a pas eu d'alliance entre Ericsson suédois et Nokia finlandais. D'ailleurs, Ericsson et Nokia auraient-ils voulu faire une alliance que la Commission européenne s'y serait opposée au nom de la lutte contre les monopoles? Et c'est de toute façon pas comme ça que raisonnent les grands groupes industriels de nos jours. Ils veulent être des global players, comme ils disent, c'est-à-dire être présents sur les grandes scènes du monde économique. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Extrême-Orient. On continue. Thomson s'était fait racheter par le chinois TCL, Alliance industrielle franco-chinoise. Kickert, l'allemand, s'était fait racheter par Norinco pour une alliance industrielle Allemagne-Chine. Renault a racheté Nissan pour une alliance industrielle France-Japon pour mieux lutter contre Volkswagen au Japon. C'est ainsi la vie des affaires. On continue avec, par exemple, d'autres exemples. Les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes sont groupées, vous le savez, en 3 grandes alliances. Star Alliance, OneWorld, SkyTeam. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est ainsi. Vous voyez que dans ces 3 alliances, alors c'est ce qu'on appelle les hubs, les partages, du code sharing, vous connaissez peut-être le monde de l'aérien, eh bien vous voyez que sur ces 3 grandes alliances planétaires, vous avez des grandes compagnies européennes qui se sont réparties entre les différents groupes. Par exemple, Air France fait partie de SkyTeam, qui est concurrent de la Lufthansa. Mais en revanche, Air France fait alliance avec, par exemple, l'Aeroflot, ou Korean Air, ou Aeromexico, ou bien la compagnie Delta Airlines, de la même façon que la Lufthansa fait des alliances avec la compagnie Asian Airlines, qui est une compagnie coréenne, Air New Zealand, Air Canada, Singapore Airlines, etc., etc. Donc, les alliances industrielles se jouent totalement du périmètre de l'Union européenne.
arrêtez de croire ceux qui vous disent qu'il faut faire l'Union européenne pour avoir des géants industriels. C'est le contraire qui est vrai. Je terminerai ce petit topo en attirant votre attention sur le fait qu'Airbus est tout sauf un avion européen. Vous avez ici un site internet où vous aviez la fabrication de l'Airbus A380. L'Airbus A380, en fait, elle a été fabriquée avec des usines et des entreprises situées au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Russie, en Turquie, en Malaisie, à Singapour, en Australie, au Japon. Et bien entendu, au sein de l'Union européenne. Par exemple, la société Northrop Grumman, liée au ministère de la Défense américain, fournit toute l'électronique embarquée, qui est un élément vital pour assurer l'ensemble des opérations de vol de l'appareil. Quand vous y ajoutez les trains d'atterrissage, et qui sont également fournis par les Américains, quand vous y ajoutez les moteurs Pratt & Whitney, quand c'est motorisé Pratt & Whitney et par Rolls-Royce, et bien vous découvrez que la part américaine d'un Airbus A380 atteint 38%. En termes de part dans la fabrication, les États-Unis sont le premier pays fabricant d'Airbus A380. Je signale d'ailleurs qu'il y a 10 entreprises françaises qui travaillent sur le Boeing Dreamliner. Donc Boeing est aussi un avion français. D'ailleurs, prenons ici l'ensemble des pays de l'Union européenne. Quels sont ceux qui participent au programme Airbus? Un petit coup de baguette magique. Eh bien, nous allons avoir 15 des 28 États membres de l'Union européenne, plus de la moitié, ne jouent pas le moindre rôle, ne mettent pas un seul rivet dans Airbus. En revanche, dans Airbus, vous avez, j'ai mis bataille des drapeaux en fonction de la part à peu près prise, c'est-à-dire majoritairement France, Allemagne, un peu moins Espagne, Angleterre, un peu moins encore Pays-Bas, Italie, et puis encore moins Autriche, Pologne, Belgique, République tchèque, Suède, Finlande, Slovaquie. Eh bien, vous avez dans Airbus également les États-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, l'Australie, la Malaisie, la Corée du Sud et la Chine. En d'autres termes, quand on vous dit qu'Airbus c'est une fantastique preuve de la justesse de la construction européenne, on vous ment. Ça n'a aucun rapport avec la construction européenne. Quel rôle joue ou ont joué l'Europe, c'est-à-dire la Commission européenne et l'Union européenne dans Airbus? Aucun rôle, à aucun moment. Airbus a été créé par la volonté de Charles de Gaulle qui avait souhaité développer une coopération internationale entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans le domaine aéronautique. Ce qui me permet d'attirer votre attention sur quelque chose que je crois vraiment très très important pour la réflexion. La propagande qui vous est constamment mise dans le cerveau confond délibérément deux choses qui n'ont rien à voir. La coopération internationale d'une part, l'intégration supranationale d'autre part. La coopération internationale, ça veut dire qu'il y a une coopération entre des États qui peuvent être en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. L'intégration supranationale postule que les États sont forcément tous ceux d'un périmètre préétabli qui est situé sur le continent européen. Deuxièmement, la coopération internationale prétend que les États ou les entreprises décident de coopérer sur un seul sujet, précis et limité, conforme à leurs intérêts nationaux. En revanche, l'intégration supranationale est fondée sur une idéologie qui force tous les États du périmètre à coopérer sur tous les sujets, même ceux où leurs intérêts nationaux sont les plus opposés, par idéologie. Quels sont les exemples de la coopération internationale? Airbus. Airbus, je viens de le montrer, est une coopération internationale avec des pays européens et d'autres qui ne le sont pas. Pareil pour Ariane. La fusée Ariane, vous avez la Norvège, le Canada qui sont dans la fusée Ariane, vous avez beaucoup de pays de l'Union européenne qui n'y sont pas. Le tunnel sous la Manche est une coopération internationale franco-britannique. La coopération nucléaire franco-chinoise. La fusion Air France-KLM, c'est France-Pays-Bas. D'ailleurs, quand il y a une fusion Air France-KLM, on dit c'est fantastique l'Europe. Mais lorsqu'il y a la fusion Renault-Nissan, plus personne ne parle de l'Europe. Ce sont des coopérations internationales. En revanche, l'intégration supranationale, par exemple, c'est une politique commerciale commune à l'OMC, les délocalisations industrielles à l'Est, le taux de change de l'euro, le budget de l'Union européenne, la guerre en Irak, l'alignement sur les États-Unis, que tout le monde devrait suivre, l'interdiction ou pas du glyphosate. Ce sont des politiques communes fixées pour 28 États. Alors vous voyez bien ce qui se passe. À gauche, vous avez la coopération internationale. Lorsque des États se réunissent ou des entreprises pour faire un nouvel avion, tous les États ont intérêt à ce que l'avion fonctionne. Aucun État n'a intérêt à ce que l'avion se casse la gueule. Pareil lorsque l'on construit un tunnel sous la Manche et tous les États sont là pour tirer dans le même sens. Dans ce cas-là, l'Union fait la force. Mais dans l'autre,
Dans l'autre, par exemple, les délocalisations, la politique commerciale et la libre circulation des capitaux à l'intérieur de l'Union européenne. Ben, les États d'Europe occidentale les plus riches n'ont aucun intérêt à voir leurs industries filer en Slovaquie. Donc ils mettent des bâtons dans les roues. Donc on a, dans un cas, tout le monde est d'accord sur le même projet et a donc intérêt à ce qu'il réussisse. Dans le deuxième cas, personne n'est d'accord sur le même projet, chacun freine pour préserver ses intérêts fondamentaux. On l'a vu sur la directive des travailleurs détachés. Où M. Macron, on a vu, toute la presse française, il est génial, il est extraordinaire, il va mettre l'Europe au pas, il va changer la directive des travailleurs détachés. On est allé en Bulgarie, il a dit des choses pas gentilles sur la Pologne, qui aussitôt, la première ministre polonaise, a rué dans les brancards en disant que se rester à sa place, que la France ne pesait pas plus que la Pologne à l'intérieur de l'UE. Puis en fait, M. Macron, une fois que le sable de la poussière est retombé, qu'est-ce qu'il a obtenu? Rien. C'est-à-dire que la directive des travailleurs détachés est toujours là. Ça veut dire que notamment le secteur des transports routiers, qui est le secteur le plus touché, n'a pas bougé d'un pouce et que notre secteur routier est en train d'être détruit. Par idéologie. En d'autres termes, la coopération internationale, ça marche presque toujours et tout le monde est content. L'intégration supranationale, ça ne marche jamais et tout le monde est furieux. D'ailleurs, tout le monde est furieux en Europe. On présente souvent les Français comme étant des grognonieux, les mauvais élèves de la construction européenne, mais pas du tout. La France est l'un des pays d'Europe où il y a le plus de drapeaux bleus aux équadors partout. Allez vous balader dans d'autres pays, dans les pays scandinaves, allez vous balader au Royaume-Uni et autres, vous verrez que les gens n'en ont que dans le noir. Allez voir le sentiment pro-européen des Tchèques, des Polonais, des Hongrois, des Bulgares, des Roumains, des Néerlandais, des Suédois, des Danois. Allez-y. Point numéro 4. L'impasse du taux de change de l'euro. Le taux de change de l'euro, le traité de Maastricht n'a fixé à la BCE qu'un seul objectif, la lutte contre l'inflation. Il ne fixe aucun objectif de change, ni de compétitivité, ni d'emploi. De toute façon, ce serait impossible à définir. Quel serait le taux optimum? En réalité, l'euro est une cote mal taillée entre ce que coterait le Deutschmark, ou la marca finlandaise, ou le florin néerlandais, d'une part, qui coterait beaucoup plus par rapport au dollar, et puis de l'autre part, l'euro est plus cher que ce que coterait le franc français, la lire italienne, la peseta espagnole, l'escudo portugais, la drache grec. Donc c'est une cote mal taillée entre les deux. Mais c'est une cote mal taillée, mais c'est dramatique. C'est systématiquement aggravant. Pourquoi est-ce que c'est systématiquement aggravant? Parce que l'euro n'est pas assez cher pour la compétitivité de l'économie allemande qui est très forte. Donc, l'Allemagne dégage des excédents commerciaux de plus en plus énormes. Ces entreprises engagent des excédents colossaux. Au même moment, les pays du Sud sont handicapés par un euro trop cher. J'ai montré dans d'autres conférences qu'il faudrait qu'on ait à peu près un euro égal à $1 pour que ce soit compatible avec la compétitivité de l'économie française. Actuellement, l'euro est en train de remonter, on a 1 euro égale 1,24 $. Ça veut dire que l'euro est trop cher et que nous creusons nos déficits commerciaux tous les ans. Pareil d'ailleurs pour les pays du Sud. Et quand on dit creuse nos déficits commerciaux, on perd des parts de marché, on détruit notre industrie. Et plus on détruit notre industrie, et plus les déficits commerciaux que nous avons vis-à-vis de l'Allemagne s'accroissent. Donc c'est un cercle totalement vicieux. C'est pas moi qui le disais, c'était Louis Gallois, président de ADS, il y a une dizaine d'années, dans un entretien au Figaro, qui disait une baisse du dollar de 10 cents fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. L'euro, à son niveau actuel, à l'époque, il était à 1,60. Il avait rebaissé jusqu'à 1,08 il n'y a pas très longtemps. L'euro, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe. Louis Gallois, qui connaissait bien son sujet, avait bien dit une bonne partie de l'industrie européenne. Il n'y avait pas dit toute l'industrie européenne, notamment l'industrie allemande, qui tire son épingle du jeu. Mais c'est vrai que l'industrie européenne est en train de fuir l'Europe, du moins de fuir les pays du Sud. Et pourquoi elle fuit? Parce qu'il y a une autre impasse. C'est l'impasse de la libre circulation des capitaux qui est fondée sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La destruction de l'industrie française. Mais les personnes qui sont un peu émotives ou qui ont un pacemaker, ferment les yeux. Je vais vous montrer ici 2 photos qui sont tirées d'un livre d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras dans le Mystère français publié en 2013. Vous avez ici l'industrie française en 1968. Avec les départements, quand ils sont vert pomme, c'est qu'il y a moins de 20% de la population active employée dans l'industrie, c'est donc des départements essentiellement agricoles, on est en 68.
Et puis, au-delà de 50, au-delà de 42-46%, ça devient marron foncé. Donc ça veut dire que plus c'est marron, et plus il y a d'industrie, d'emplois industriels dans le département concerné. Là, on est en 1968. Je me rappelle, quand je préparais HEC, c'était une carte qui était encore valable. J'étais à HEC en 77. On parlait toujours, il y avait une espèce de diagonale qui allait depuis Saint-Lô, c'est-à-dire de la presqu'île du Cotentin jusqu'à Marseille, avec la partie nord-est de la France qui était industrielle et la partie nord-ouest qui était agricole, avec quelques isolats comme Saint-Nazaire, comme la région de Toulouse par exemple, mais c'était en gros ce que l'on nous expliquait. Il y avait la France industrielle et la France agricole, la France rurale. Ça, c'est l'industrie en 1968. Voilà en 2000. C'est la même. Alors évidemment, certains pourront dire oui, mais c'est normal parce qu'il y a des efforts de productivité, il y a des robots, il y a ci, il y a ça, il y a la montée en puissance de l'industrie des services, du tertiaire, du quaternaire, l'industrie virtuelle, il y a l'informatique. C'est pas tout à fait faux, il y a des éléments de vérité. Mais quand même, la France est en train d'être désindustrialisée, et ça c'est en 2008. En 2018, enfin, vous voyez bien, ce ne sont que des sinistres industriels. Il y en a un d'ailleurs qui rôdait ces jours-ci, là c'était une aciérie, justement dans le nord à Saint-Saul. En réalité, la mondialisation et les délocalisations ne sont pas tombées du ciel. Elles résultent d'une politique autorisée par les traités européens, décidée conjointement par le gouvernement américain et la Commission européenne, je disais, c'est l'article 68. Et plus l'euro est cher, par ailleurs, et plus ça incite les entreprises, en effet, à délocaliser. Voici l'évolution du milliard d'heures travaillées dans l'industrie en France entre 1997 et 2009. Après, je crois qu'il n'y a plus de statistiques d'ailleurs, parce que ça a dû se plancher, trouver le plancher. C'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu le quart des heures travaillées en 12 ans. Et ça continue. Évidemment, ceci a un coût. C'est la montée du chômage. Ça, c'est l'évolution du chômage dans les 27 États de l'Union européenne, le nombre total de chômeurs dans les 17 États de la zone euro, ZE17, et ça, c'est l'évolution du taux de chômage dans les États en dehors de la zone euro, ce que j'appelle ZHE10, c'est-à-dire les 10 c'était avant l'entrée de la Croatie, les 10 États en dehors de l'euro. Ça, c'est une courbe que vous ne trouverez qu'ici. Hein. La Commission européenne, tous les Européens se mettent ça sous le tapis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peu près en 2001, on avait à peu près quelque chose comme 4 millions de chômeurs de différence. En 2008, on devait avoir quelque chose comme à peu près 6 millions. Et en 2013, on devait avoir quelque chose comme à peu près 12 millions de chômeurs entre les deux régions. La preuve statistique est faite sur 12 ans que l'euro est la cause numéro 1 de la montée du chômage. Parce qu'avec l'agrégat des 10 ou des 17 États, on gomme les situations individuelles. Impasse numéro 6, c'est l'impasse de la viabilité de l'euro. L'UPR, notamment grâce à Vincent Brousseau, auquel je rends hommage, qui est notre responsable pour les questions monétaires, un normalien, docteur en mathématiques, docteur en économie, qui en 1999, il était très très pro-européen, il avait envoyé un CV pour être embauché à la BCE à Francfort. Il était germaniste, il est parti à Francfort, il est arrivé en 1999. Voilà. Puis en 2003, il a adhéré à l'UPR. Pourtant, il avait été à la BCE, dans les dernières années, pendant les 6 dernières années, il avait été au service de la politique monétaire, c'est-à-dire le saint des saints de la Banque Centrale Européenne. C'est quelqu'un, c'est un des meilleurs experts mondiaux de l'euro. Allez lire les articles qu'il a écrits sur notre site. Eh bien, nous sommes le seul, et notamment grâce à son expertise, à attirer l'attention sur ce graphique qui est absolument dramatique, que vous trouverez quand même maintenant sur Wikipédia, notamment Deutschland, enfin en allemand. C'est l'évolution de ce que l'on appelle les soldes target. Les soldes target, c'est quoi? Ce sont les soldes de la balance des paiements courants entre les pays de la zone euro cumulés. Comme vous le voyez, dans les premières années de l'euro, depuis 1999, disons depuis 2001 jusqu'à 2007, on avait à peu près quelque chose d'absolument égal. Et puis, à partir de 2007-2008, on a commencé à voir apparaître des divergences. Et on voit ici, la courbe vers le haut, c'est le solde enregistré en Allemagne, qui est monté très fort, au plus fort de la crise grecque
jusqu'à à peu près 750 milliards d'euros d'excédent sur l'Allemagne. Après ça, il y a eu des efforts colossaux, le programme de la Troïka, etc., etc. Vous connaissez ça, qui a fait rebaisser ce taux. Et puis de nouveau, c'est reparti. On a dépassé les 900 milliards d'euros qui sont en Allemagne. C'est le solde de la Bundesbank dans le solde tableau. En revanche, vous voyez les courbes vertes et rouges, c'est l'Italie et l'Espagne qui s'enfoncent de jour en jour actuellement. On estime que le solde de l'Italie est actuellement quelque chose comme moins 450 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes le seul, également, les seuls à attirer l'attention sur quelque chose. Je ne sais pas si on vous explique bien à l'IEP, en tout cas ce que je sais, c'est que dans les hautes sphères du ministère des Finances français que je connais, eh bien beaucoup de gens ne savent pas. Ce que je vais vous dire, c'est que l'euro n'est pas du tout une monnaie unique. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Techniquement, c'est faux. En fait, tous les pays ont gardé leur monnaie nationale, puisque tous les pays ont gardé leur banque centrale nationale. Et donc, lorsque vous avez une créance sur une banque centrale nationale, c'est une monnaie nationale. En d'autres termes, si vous avez 1000 euros sur un compte courant à Lille, dans une banque française, d'un point de vue juridique, ça s'analyse comme étant 1000 euros de créance sur la Banque de France. Et donc, lorsque l'euro explosera, parce que vous voyez bien qu'il ne va pas durer, vos 1000 euros de créance sur la Banque de France deviendront 1000 francs. Enfin, si on prend un taux de change de 1 pour 1. En tout cas, ça deviendra des francs. Mais, si vous avez 1000 euros dans une banque allemande sur le sol allemand, ce sont 1000 euros de créance sur la Bundesbank allemande. Si vous avez 1000 euros sur une banque commerciale, Banque du Pirée à Athènes, c'est 1000 euros de créance sur la Banque de Grèce. Alors c'est extrêmement important, je n'ai pas le temps malheureusement parce qu'il faut que je vous dise encore d'autres choses, mais c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire qu'en fait l'euro n'est pas une monnaie unique, ça veut dire qu'en fait ce solde constamment croissant de l'Allemagne vient de deux choses. D'une part, les excédents commerciaux à répétition que l'Allemagne enregistre sur les pays du Sud, puisque je viens de vous dire que l'euro n'est pas assez cher pour l'industrie et la compétitivité allemande, et donc, et de plus en plus, il est beaucoup trop cher pour l'industrie et la compétitivité des pays du Sud, donc on est en train de détruire l'industrie des pays du Sud. Adolf Hitler n'aurait jamais rêvé un truc pareil. Hein. Ça fait penser à ce que disent les Chinois, la meilleure bataille, c'est celle qu'on n'a pas livrée. C'est-à-dire qu'actuellement, l'euro est en train de détruire l'industrie de tous les pays du Sud au bénéfice de l'Allemagne. Et l'Allemagne se retrouve avec des excédents de plus en plus géants, que l'on voit ici en matière monétaire. Mais, ça n'est pas la seule chose, c'est que les insiders, les grandes fortunes, les grands fonds de placement, les milliardaires, hein, en Espagne, en Italie, en Grèce, en France, ils savent que le jour où l'euro va exploser, eh bien, il vaut beaucoup mieux avoir son argent placé dans une banque commerciale en Allemagne plutôt que dans une banque commerciale en Italie, en Espagne ou en Grèce. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si c'est converti en Deutschmark, on sait que le Deutschmark prendra à peu près 15 à 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, tandis que si vous êtes coincé en Grèce, vous perdrez 30 et 40%. Il y a un rapport de 1 à 2. Et donc, ça veut dire que constamment, les fortunes des pays du Sud, dès qu'elles sont 3 francs 6 sous, mettent de l'argent en Allemagne. Contrairement à ce que vous pourriez penser d'ailleurs, les Allemands ne se félicitent pas de cette situation, parce que les 906,9 milliards qui avaient été enregistrés fin 2017 par la Bundesbank allemande sont en fait des créances de la Banque centrale allemande sur les banques centrales des pays du Sud. Or, la Banque de Grèce, la Banque d'Italie sont des créances pourries, qui ne sont d'ailleurs pas nanties. Ce que craignent donc les Allemands, c'est qu'un jour tout s'effondre, et c'est la raison pour laquelle le patron des patrons allemands, dans l'indifférence totale des médias français, qui gardent les Français dans l'ignorance absolue de cette situation, le patron des patrons allemands, il y a un an, avait dit « Nous risquons un sinistre de 1000 milliards d'euros si c'est nous qui devons tout payer. » Or, actuellement, vous repenserez, vous verrez qu'un jour, je ne sais pas si c'est dans 6 mois ou dans 2 ans ou dans 5 ans, mais avant 5 ans, vous repenserez à cette conférence que vous avez entendue ce soir en disant « Tiens, Asselineau avait encore raison. » 7, c'est l'impasse de l'appauvrissement. L'impasse de l'appauvrissement parce que, vous avez vu, je vous ai montré le graphique du bas, c'est la diminution des heures travaillées dans l'industrie. Eh bien, regardez, vous avez une espèce de courbe en négatif, c'est l'augmentation du nombre de repas servis par les restos du cœur sur la même période. Nous assistons à un retour de la pauvreté en France, qui d'ailleurs est validé par l'INSEE. Vous avez ici un graphique de la pauvreté, de la grande pauvreté en France. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique,
c'est qu'il remonte à 1970 jusqu'à 2011. Ça continue. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a eu une tendance tout au long des 30 Glorieuses à la diminution de la pauvreté, de la grande pauvreté en France. C'était le moment où, justement, il y avait l'impératif industriel, c'était le moment où on avait la gestion de notre politique monétaire, c'était le moment aussi où on avait un État qui défendait l'intérêt du peuple français et qui prenait des mesures de protection quand il fallait en prendre. Ce que d'ailleurs font tous les autres pays du monde. Hein. Ne vous leurrez pas. Les pays qui marchent dans le monde d'aujourd'hui sont des pays qui protègent leur marché et qui les ouvrent en fonction de leurs intérêts. Regardez la Chine, regardez l'Inde, regardez les pays d'Asie du Sud-Est, regardez même maintenant les États-Unis, regardez la Suisse. La passoire percée, c'est les pays de l'Union européenne. Eh bien, on voit qu'il y a une tendance à la diminution du nombre de personnes pauvres en France, constante de 70 jusqu'à 2002. C'était d'autant plus remarquable qu'au même moment, entre 70 et 2002, la population française a dû passer de quelque chose comme peut-être 53-54 millions d'habitants à peut-être 62 millions d'habitants. Il y a peut-être eu 8 millions d'habitants supplémentaires. Et pourtant, on assistait à une diminution du nombre. Et comme vous le voyez, on assiste à une réaugmentation de la pauvreté en France, qui est d'ailleurs corrélée à la libre circulation des mouvements de capitaux dont je parlais tout à l'heure, et bien sûr à l'introduction de l'euro, le retour de la pauvreté de masse. Jusqu'à quand les Français vont-ils accepter ça? Et puis nous avons maintenant l'impasse numéro 8, c'est l'impasse de la démocratie. Quand vous avez un seul État indépendant, sa politique, alors excusez-moi, c'est une planche que j'avais faite du temps de l'UMP, mais ça change tellement souvent, c'est toujours le même contenu, mais le contenant change. Donc, quand vous avez un pays indépendant, sa politique, elle est cohérente, elle est soit de droite, soit de gauche, sauf en cas de cohabitation institutionnelle, ce qui est un cas français qui est rare. Dans un État indépendant, la probabilité d'une politique cohérente de droite ou d'une politique cohérente de gauche est de 100%. Si vous avez un gouvernement de droite, il applique une politique de droite, si le pays est totalement souverain et indépendant. Et puis de gauche, une politique de gauche. En termes mathématiques, ça va être 0,5 à la puissance 0. Maintenant, si vous avez deux États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple la France et l'Allemagne, vous pouvez avoir 4 cas de figure. Le Parti socialiste au pouvoir à Paris, la CDU en Allemagne. Là, vous avez une incohérence gauche-droite. Vous pouvez avoir le Parti socialiste à Paris, le SPD à Berlin. Là, vous avez une cohérence de gauche. Vous pouvez avoir l'UMP à Paris, les Républicains maintenant, à Paris, le Parti socialiste à Berlin, incohérence droite-gauche. Et puis vous pouvez avoir les Républicains à Paris, la CDU à Berlin, vous avez une cohérence de droite. Vous voyez que mon analyse est extrêmement schématique. Je fais comme s'il n'y avait que 2 partis politiques. Dans un attelage de 2 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'une politique cohérente de droite ou de gauche est de 0,5 à la puissance 1, 50%. Puisque dans un cas sur 2, vous aurez la même couleur politique dans les 2 États, dans un cas sur 2, vous aurez 2 politiques différentes. Et comment vont-ils avoir une politique commune si leurs gouvernements ne sont pas d'accord? La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite tombe à 25%. Il n'y a plus qu'un cas sur 4 où il y aura une politique de droite entre les 2 États. Et il n'y a plus qu'un cas sur 4 où il y aura une politique de gauche entre les 2 États. Vous me suivez? Oui? Alors maintenant, on fait 3 États. Toujours la même chose, je prends le Parti socialiste à Paris, la CDU à Berlin, le Parti populaire à Madrid. Je prends France, Allemagne, Espagne. Incohérence gauche-droite-droite. PS, CDU, PSOE, Parti socialiste espagnol, incohérence gauche-droite-gauche. PS, SPD, PP, incohérence gauche-gauche-droite. PS, SPD, PSOE, cohérence gauche-gauche-gauche. Et puis la même chose à droite. UMP ou les Républicains, si vous voulez, CDU, PP, cohérence droite-droite-droite. UMP, CDU, PSOE, incohérence droite-droite-gauche. UMP, SPD, PP, incohérence droite-gauche-droite. UMP, SPD, PSOE, incohérence droite... excusez-moi, un peu vite. Incohérence droite-gauche-gauche. Dans un attelage de 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'une politique cohérente de droite tombe à 25%, ou de gauche,
La probabilité d'avoir une politique cohérente seulement de droite est de 12,5%. La probabilité d'une politique cohérente de gauche est de 12,5%. Et vous voyez que dans 6 cas sur 8, c'est-à-dire dans 75% des cas, vous avez un blocage. Vous avez incohérence, vous avez blocage. Alors je ne vais pas vous faire, vous avez compris que ça va aller jusqu'à 28. C'est comme, comment dirais-je, les grains de riz là, du Brahman Sissa sur l'échiquier. Si on résume en termes mathématiques, si on a n supérieur ou égal à un état à un instant donné, il y a 2 puissances n possibilités pour les n uplets du gouvernement en supposant qu'il n'y en a que 2 par état, gauche et droite. Bon alors je vous fais court parce que sinon ça va vous trouver ça barbant. En première approximation, qui est une toute première approximation, dans un attelage de grands n états que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique cohérente de droite ou de gauche est de 0,5 à la puissance n-1. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite est de 0,5 à la puissance n-1 divisé par 2, pareil pour la gauche. Encore, c'est un calcul exagérément favorable, parce que je postule implicitement que les choix sont binaires droite-gauche dans chaque pays. C'est en fait beaucoup plus compliqué. Vous avez les écologistes, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême centre, etc. Deuxièmement, ça suppose que les gauches et les droites aient des programmes compatibles selon les États, ce qui est totalement faux. Le programme du Parti socialiste espagnol n'a rien à voir avec le programme du Parti socialiste allemand, qui n'a rien à voir avec le programme du Parti socialiste grec, puisque priment sur tout ça les intérêts nationaux. Et ça suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux, et qui vient bloquer le système. Mais sous cette analyse qui est extrêmement favorable, extrêmement schématique et favorable, ça aboutit à quel résultat? Pour 6 États, c'est-à-dire l'Europe des 6 de 57 à 72, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, la probabilité mathématique d'une politique cohérente de droite ou d'une politique cohérente de gauche était de 0,5 à la puissance n-1, donc 6 moins 1, ça fait 5, 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 0,031, c'est-à-dire 3,1%. C'est-à-dire 3 années sur un siècle. C'est-à-dire la probabilité que les 6 États de l'Europe des 6 aient une politique de gauche était de 1,5%, c'est-à-dire 18 mois sur un siècle. Avec l'Europe des 6, on pouvait avoir une probabilité, sous les calculs très très favorables, on pouvait être sûr qu'il y ait la probabilité qu'il y ait les 6 gouvernements qui soient de gauche en même temps, c'était 18 mois sur un siècle. Bon, maintenant, pour 28 États, je vous fais court, c'est 3 heures tous les 100 000 ans. Alors, c'est très important. Attendez, c'est très important. Vous n'êtes pas équipé, vous devriez mettre l'écran devant vous. Oui. Vous avez un préparateur du colis. Non, c'est pas grave. Merci, vous savez. Jean Bulot. Pour 28 États, donc ça fait 3 heures tous les 100 000 ans. Alors, ce que je viens de dire là, c'est pas une abstraction, ça s'incarne dans le réel. Regardez ici le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement en 2013. Il y avait en 2013, vous le voyez ici avec la carte, c'est une révolution copernicienne, une révolution conceptuelle. En 2013, il y avait donc, sur les 28 chefs d'État et de gouvernement, il y en avait 13 du Parti populaire européen, l'équivalent des Républicains du MMP, 7 du Parti socialiste européen, 2 du Parti libéraux-démocrate et réformateur, un peu l'équivalent du MoDem, 2 des conservateurs et réformistes européens, c'est-à-dire les conservateurs britanniques ou les eurosceptiques tchèques, et 4 indépendants, c'est-à-dire pas vraiment classables. Voilà. Ça, c'était en 2013. En 2017, voilà la même carte. Cette fois-ci, nous en avons 9 du Parti populaire européen, 5 du Parti socialiste européen, 8 de l'Alliance des libéraux et des démocrates, la LDO, qui est le nouveau nom de l'ELDR, 2 conservateurs et réformistes européens, qui ne sont plus les mêmes, 3 indépendants, dont d'ailleurs la France, si tant est que Macron, parce que Macron est inclassable, et puis un de gauche dite radicale, c'est-à-dire la Grèce. Donc vous voyez quoi? Vous voyez que, en fait, c'est une espèce de Rubik's Cube qui ne marche jamais. Vous ne pouvez jamais avoir toutes les faces rouges ou toutes les faces bleues. C'est-à-dire que vous avez, en réalité, une situation de cohabitation droite-gauche absolument permanente.
C'est-à-dire que, par exemple, lorsque les Français avaient voté pour Hollande, il y a des Français qui croyaient qu'on en était encore en 1981, l'élection de François Mitterrand. Hein, la lumière succédante à l'obscurité, vous vous rappelez? Bon. Les gens qui ont voté Hollande, ils se sont cru que c'est la même chose. Mais non, parce qu'entre-temps, il y a eu le traité de Maastricht, il y a l'euro, il y a tout time. C'est-à-dire que désormais, lorsque nous avons des oligarques qui regardent « Ah, les Français ont voté à gauche !» Ça fout. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, tout est décidé ailleurs. Donc c'est très bien. La seule chose qui est demandée, c'est que personne ne vienne vous dire ce que je vous dis, moi. Vous révélez le poteau rose. C'est ça qui est inadmissible. C'est que quelqu'un vous montre comment on a volé au peuple leur droit souverain à décider de leur propre avenir collectif. Alors les conséquences, elles sont graves, les conséquences. Les conséquences, c'est puisqu'il y a cohabitation droite-gauche permanente, indifférente aux élections nationales, c'est le blocage permanent. Il n'y a pas de politique du tout et c'est le règne des lobbies qui s'installe. Goldman Sachs, Monsanto, BASF, qui règnent en maître dans les couloirs de la Commission européenne. D'ailleurs, comme ça fait suer tous les peuples d'Europe, qui va s'intéresser à ce qui se passe à la Commission européenne au Berlaymont? Personne. Seuls des lobbyistes payés par des entreprises vont voir les chefs de bureau. Deuxièmement, les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent plus rien changer. Je vous l'ai montré, vous l'avez vu d'ailleurs. Parce que là, les Français, on leur dit c'est génial, rien ne change. La seule chose qui change, c'est que Macron applique les directives, les grandes orientations des politiques économiques prévues par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais vous auriez eu Fillon, vous auriez eu, je suis désolé de le lire, on a peut-être dans la salle Mélenchon, ou Madame Le Pen, qui de toute façon ne proposait pas de sortir de l'Union européenne, ils juste été, comme le Tsipras moyen, obligés d'appliquer les directives des grandes orientations des politiques économiques. Donc la démocratie n'est plus qu'un décor de théâtre. Puisque la démocratie n'est plus qu'un décor de théâtre, les électeurs, ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont la même politique. Ils finissent par en avoir marre. Ils commencent à se dire que les élus se moquent d'eux, qui sont donc corrompus, que ce sont des salauds, et puis ils se disent qu'ils n'ont plus envie de subir cette politique. Et donc, montent deux choses, l'abstention d'une part, et des mouvements extrémistes qui ne font que grimper, ajoutant à ça que certains jettent de l'huile sur le feu, et au lieu d'expliquer que le drame vient du vol de la démocratie qui a été transféré à Bruxelles, à la Commission européenne par les traités européens, à Francfort pour la politique monétaire par les traités européens, et à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais dont là, l'inspirateur principal se trouve à Washington, toujours par les traités européens, l'article 42, au lieu de montrer que le drame numéro 1 de la situation des pays d'Europe, et notamment de la France, il est là, c'est que les Français ne décident plus de leur avenir collectif, eh bien on va chercher, bien entendu, des boucs émissaires. Et on va aller attirer l'attention des Français sur des problèmes comme les questions migratoires. Je ne dis pas que les questions migratoires sont nulles, mais ce sont quand même des problèmes de second ordre ou de troisième ordre par rapport à ce problème fondamental qui est la perte, tout simplement, de la démocratie et de la souveraineté. Alors il y a une impasse, c'est la 9e. C'est ce que j'appelle l'impasse alter-européiste. Parce qu'en général, maintenant, à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que ça ne marche pas. Mais de façon absolument systématique, on nous dit ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Le problème, c'est que l'autre Europe, il faut changer les traités, et les traités se changent à l'unanimité. Les 28 États membres, c'est l'article 48. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça donne? L'exemple d'un courant de pensée, par exemple, je pense au FN, au Front de gauche ou à ELV, qui, allez, je leur donne 15% de chance de parvenir au pouvoir en moyenne dans chaque pays d'Europe. Vous allez voir mon calcul. C'est un calcul quand même exagérément favorable. Vous vous rendez compte? Je postule que, par exemple, le Front de gauche ou la France insoumise aurait 15% de chance de parvenir au pouvoir dans les 28 pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que Mélenchon arrive au pouvoir en France, 15%, ça voudrait dire une élection sur 6. Je rappelle que le Parti communiste français, qui va fêter ses 100 ans en 2020, n'est jamais arrivé au pouvoir suprême en France. Il a eu des ministères en 1944 et des ministères en 1981, mais jamais des ministères de souveraineté. Il n'a jamais eu ni le Quai d'Orsay, ni la défense nationale, ni l'économie, ni l'intérieur. A fortiori n'a-t-il jamais eu ni la présidence du Conseil du Premier ministre, ni la présidence de la République. Et là je dis, Mélenchon, par exemple, aurait une chance sur 6, une chance d'arriver au pouvoir toutes les 6 élections.
voyez ce que ça veut dire? 15%. C'est pas 15% de résultat, hein. C'est une probabilité de 15%. Et je dis mieux encore, je dis qu'il y a un Mélenchon luxembourgeois qui va y arriver une fois toutes les 6 élections. Vous imaginez comme un Mélenchon luxembourgeois a des chances d'arriver au pouvoir à Luxembourg. Ou un Mélenchon danois, parce que ça c'est quelque chose que je trouve ahurissant de la part des gens d'extrême gauche. C'est comment les gens d'extrême gauche peuvent-ils penser que l'extrême gauche a plus de chances d'arriver au pouvoir en fusionnant avec des pays du nord de l'Europe qui étaient totalement rétifs depuis 100 et quelques années, 150 ans, au raisonnement marxiste-léniniste. Moi je ne suis pas marxiste-léniniste, je me dis c'est pas en m'alliant avec des Néerlandais, des Danois que je vais mieux y arriver. Eh bien, avec cette statistique, alors le même raisonnement vaut pour le Front National ou pour LV. Avec cette statistique, pour 28 États, la probabilité mathématique que l'Europe adopte la politique proposée par un ELV, ou un Front National, ou un Front de gauche, ou une France insoumise, qui aurait, dans les 28 États, 15% de probabilité d'arriver au pouvoir, elle était donc de 0,15 à la puissance 28, c'est-à-dire 0,853 10 puissance moins 23. C'est-à-dire que pour que vous visualisiez les choses, ça fait très exactement 0,00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 0 de milliards d'années. Comme la planète Terre s'est créée il y a 4,54 milliards d'années, il faudra attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir cette politique cohérente pendant une seule seconde. C'est la raison pour laquelle on assiste à cette espèce de festival extraordinaire où c'est un truc inépuisable. On propose depuis des décennies aux Français de changer l'Europe. Il y a 39 ans, c'était pour les élections européennes de 79, le Parti socialiste, l'affiche du PS, c'était « Changer l'Europe, vivre au pays ». Il y a 39 ans. Il y a 21 ans, c'était Lionel Jospin qui nous expliquait, il venait d'arriver à Matignon, le 12 juin 1997, au moment de la formation de son gouvernement, il faut changer l'Europe et mettre en œuvre une politique économique et monétaire au service de la croissance et de l'emploi. Il y a 21 ans. Il y a 21 ans. C'est le même discours qu'on entend aujourd'hui. Au service de la croissance et de l'emploi, pour une Europe plus démocratique, plus sociale, plus respectueuse de l'environnement. D'une pipe. Il y a 18 ans, nous voulons une Europe plus efficace, plus démocratique, une Europe plus proche des problèmes qui concernent l'ensemble des Européens, notamment ceux qui touchent au travail, c'est-à-dire en l'emploi. Il nous faut construire une Europe plus proche des citoyens. Ça, c'est Jacques Chirac, président de la République française, à Strasbourg, le 4 juillet 2000. Il y a 18 ans. Il y a 18 ans aussi, c'était au sommet de Nice. Vous aviez ATA, Confédération Paysanne, les alternatives, le PCF, la LCR, la CFDT, Agir contre le chômage, l'écologie, les Verts, etc. Tandis que les gouvernements construisent les citoyens et contre une Europe dominée par la logique néolibérale, une autre Europe se dessine. Ça fait 18 ans qu'on dessine. À travers les luttes des sans domicile, sans travail, sans revenu, sans papier, sans droit, etc., il est possible de construire une autre Europe. Ça avait été signé par toute cette série de collectifs. Et on continue. Il y a 17 ans, il y en a pour tout le monde, hein. Ça c'est M. Chevènement qui nous dit « Nous avons besoin d'une autre Europe » dans son discours à l'Assemblée nationale le 3 octobre 2001. Il y a 15 ans, tout le monde voit bien qu'il faut changer d'Europe et le sommet de Bruxelles, vendredi, montre à l'évidence qu'une certaine Europe c'est fini, il faut en bâtir une autre, enfin digne de ce nom. C'est-à-dire un jour capable elle aussi de faire preuve de la puissance dont les Américains font preuve sur le terrain. François Bayrou, dépêche AFP du 15 mars 2003, 15h12. François Bayrou, il faut changer d'Europe. Il y a 15 ans également, c'était le Parti communiste par la bouche de Marie-Georges Buffet. Les communistes ne veulent pas être pris pour des anti-européens, surtout pas. Ils affirment leur volonté de construire une autre Europe. La question d'une autre Europe est bien essentielle dans le projet communiste. Dépêche AFP du 27 juin 2003, 17h44, j'aime bien la précision. Le PCF dénonce les bases libérales du projet de constitution européenne. C'était il y a 15 ans, il y a 13 ans, au moment de la constitution européenne, du référendum du 29 mai 2005, les Verts appelaient à voter oui pour qu'une autre Europe soit possible. Il y a 13 ans, M. Sarkozy disait « Si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir ». C'est un menteur. Moi j'ai voté non, ça m'a fait très plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est et vous allez continuer à mourir. Incroyable. Alors votez oui, de toute façon ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Deuxième preuve que c'est un menteur, puisque c'est bien pire aujourd'hui que c'était il y a 13 ans.
Vous voulez changer d'Europe, votez oui. C'était Nicolas Sarkozy dans Libération du 22 avril 2005. Il y a 12 ans, monsieur Jean-Marie Le Pen, on m'accuse d'être contre l'Europe, c'est absurde. Je ne suis pas pour n'importe quelle Europe, c'est l'Europe des patries que nous voulons. Et monsieur Gollnisch disant le 16 juin 2006, dans une dépêche AFP, si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé sa fille il y a quelques mois. Bon, je dis moi que jamais le Front National n'a proposé de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Les gens me disent, parce que quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu droit à un festival de mauvaise foi des journalistes qui m'interviewaient sur des journaux. Première question, alors dites-vous, vous êtes conspirationniste. Déjà, ça situe une ambiance. C'est comme si vous avez des amis qui arrivent chez vous et puis vous dites, ah non, la première chose que vous dites, alors dites-vous, vous puez les pieds. Et la deuxième chose, c'était de dire, mais en fait, vous parlez comme le Front National, vous parlez comme l'extrême droite. Hein. Vous voyez comment est la manipulation mentale pour empêcher qu'il y ait un raisonnement approfondi sur le système dans lequel nous sommes englués. Il y a 9 ans, c'était les élections européennes, changer l'Europe pour les faire. C'est-à-dire qu'entre 1979 et 2009, le Parti socialiste avait tout simplement repris le même slogan à 30 ans de distance. Sauf qu'ils avaient ajouté .fr parce qu'entre-temps, il y a Internet qui était arrivé. L'impasse numéro 10, c'est l'impasse de la dictature. L'impasse de la dictature, de quoi décident encore les citoyens français? Pas des suites du référendum du 29 mai 2005, pas de la politique monétaire, pas des grands choix économiques, pas de la politique de mondialisation, pas des grands choix sociaux, pas de la politique agricole, pas de la politique d'immigration, pas de la rentrée de la France dans l'OTAN, pas du droit pénal et des conventions d'extradition, pas de la politique de santé, pas de la politique étrangère, pas de l'élargissement de l'Europe de l'Est, pas des grands choix budgétaires, pas de la politique des services publics, pas de la politique de la pêche, pas de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, pas des délocalisations industrielles, pas des concessions à l'OMC, pas de la préservation d'une industrie nationale, pas des interventions militaires à l'étranger. Enfin bref, de quoi décident finalement les peuples? De rien. Alors ça s'appelle comment un régime politique où le peuple ne décide de rien? Ça s'appelle une dictature. Et ce qui est nouveau, c'est que depuis quelque temps, eh bien, les masques tombent. Tommaso Padoa-Schioppa, président du think tank Notre Europe, dont Jacques Delors est le président fondateur, Pascal Lamy, président d'honneur. Ce monsieur qui est mort il y a quelques années, diplômé du MIT, ancien président du comité directeur du Fonds monétaire international, ancien ministre de l'économie et des finances italien de 2006 à 2008, ancien membre du directeur de la Banque centrale européenne. Dans un article de la revue Commentaire, Les enseignements de l'aventure européenne, voilà ce qu'il disait. La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. Une révolution faite par des banquiers, vous voyez le genre. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir en termes de despotisme éclairé. Despotisme éclairé, vous savez ce que c'est? C'est la Grande Catherine, ou c'est Frédéric II de Bruce, c'est-à-dire des autocrates dans leur propre pays, mais qui se donnaient un genre en écrivant, en ayant des échanges épistolaires avec Diderot ou avec Voltaire. Alors quand vous reprenez le traité sur l'Union européenne, le traité de Lisbonne, l'article 1 bis, l'Union est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, vous voyez qu'il y a un hiatus colossal entre ce qui est écrit, fondé sur la liberté et la démocratie, et ce que disent les insiders, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une méthode de despotisme éclairé. D'ailleurs, il y a quelques mois, Helmut Kohl, le chancelier d'Allemagne, on a fêté son jubilé en Allemagne. Et à ce moment-là, les Britanniques, il faut toujours se méfier des Britanniques, c'était en 2013, ils ont rendu public, le 9 mars 2013, une interview qui avait été réalisée par Jens Peter Paul en 2002 dans le journal Daily Mail. Et après, Helmut Kohl avait dit ne publiez pas cette déclaration. Et puis maintenant, le temps a passé, ils l'ont publié. Voilà ce qu'avait dit le chancelier d'Allemagne. Je savais que nous aurions perdu un référendum sur l'introduction de l'euro. C'est tout à fait clair. J'aurais perdu avec 70% de non contre 30% de oui. J'ai agi comme un dictateur. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité du moins sur UPR, vous avez vu ce qu'a déclaré M. Macron il y a quelques jours au Royaume-Uni, où il s'est rencontré avec le Premier ministre May. M. Macron a dit s'il y avait eu un référendum en France, s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, je pense que les Français voteraient pour le Frexit. C'est-à-dire que nous avons des gens qui maintenant, ouvertement, disent qu'ils n'en ont plus rien à foutre de ce que pensent les peuples et qu'ils avancent néanmoins dans un cadre de despotisme éclairé. Un despotisme éclairé bien encadré, par exemple, par Goldman Sachs, puisque je rappelle que Peter Sutherland, qui est décédé il y a quelques jours,
était le président de Goldman Sachs International. C'est lui qui a fait nommer Mario Draghi, ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, à la tête de la BCE en novembre 2011. C'est lui qui avait poussé pour que Mario Monti, ancien président de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, soit nommé président du Conseil italien sans élection en novembre 2011. C'était quand même un tour de force. C'est également lui qui avait fait en sorte que Lucas Papademos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston, qui avait négocié et falsifié les comptes avec Goldman Sachs pour entrer de la Grèce dans l'euro, avait été nommé Premier ministre grec sans élection. La conclusion, j'espère ne pas avoir été trop long, j'ai été rapide, j'espère que ça vous a intéressé, c'est jusqu'à quand tout ceci va fonctionner? Jusqu'à ce que ça cesse de fonctionner le lavage de cerveau. En réalité, et je voudrais terminer ici en vous saluant, et en saluant à la fois Étienne Campin et puis également Étienne Campion, pardon, et également tous les gens qui sont dans cette association, et puis tous ceux qui sont venus, c'est très nouveau. Parce que je peux vous assurer que moi je suis mouton noir dans mon corps d'origine, dans l'inspection générale des finances, et pendant des décennies, pendant 10 ans, à considérer comme une espèce de pestiféré. Mais, selon ce joli proverbe tamoul que je citais tout à l'heure, la force de la vérité, c'est qu'elle dure. C'est-à-dire qu'on aura beau me traiter de tous les noms, vous traiter de tous les noms, pour ceux d'entre vous qui raisonnez comme moi, il n'en demeure pas moins que tout ce que je viens de vous dire là, et tout ce qui existe ailleurs, vous imaginez bien que c'est la partie émergée de l'iceberg de toutes les analyses que nous faisons, est absolument irréfutable, et fait en sorte que maintenant nous sommes confrontés à un énorme problème. Alors, on parlait d'un cerveau tout à l'heure, en réalité, qu'est-ce qui se passe en France? C'est le verrouillage de la pensée, et c'est une espèce de bombardement médiatique constant, où l'on est sommé de croire des slogans. On est en fait dans l'Union soviétique finissante, on est prié de croire que l'Europe c'est la paix, alors qu'elle nous entraîne vers la guerre, j'ai pas eu le temps d'en parler, que la France serait trop petite, alors que j'ai montré que Singapour se porte très bien, merci pour lui, et 190 pays plus petits que la France se portent mieux. L'Europe, pour faire le poids industriel, l'Europe serait indispensable, l'Europe serait pour protéger la planète, l'Europe serait inéluctable, l'Europe serait faite pour faire contrepoids aux États-Unis, Airbus serait un avion européen, etc., etc. Le problème, c'est que tout ceci est faux. Nous vivons dans un monde dogmatique. Et toute la question des mois et des années qui viennent, et je prends avec vous un pari, nous assisterons tous collectivement, mais comme c'est dit dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure, nous assisterons tous collectivement à l'effondrement et à l'autodestruction de cette idéologie qui s'appelle la construction européenne. Je vous remercie de votre attention.